Et bonjour. Alors on continue le défi bac philo, passer le bac avec Hume. Et aujourd'hui, on traite la notion de langage. La question d'aujourd'hui nous vient de l'Anabac 2024, publiée aux éditions Hatier. Plus précisément, elle nous vient de la fiche 43. Avant d'entreprendre de répondre à cette question, nous devons entreprendre de définir le terme langage. Pour ce faire, nous allons utiliser un petit manuel de philosophie appelé La philosophie de A à Z, disponible aux éditions Hatier, ainsi qu'un autre petit manuel de philosophie appelé Fiche spéciale bac philosophie, disponible aux éditions Magnard. Au sens large, le terme langage signifie tout système ou ensemble de signes permettant l'expression ou la communication. En ce sens, on peut parler de langage informatique, peut-on lire dans la philosophie de A à Z. Le langage permet la représentation du monde. Ça, on peut le lire dans Fiche spéciale bac. Je vous relis la définition. Au sens large, le terme langage signifie tout système ou ensemble de signes permettant l'expression ou la communication. En ce sens, on peut parler de langage informatique. Le langage permet la représentation du monde. Dans cette définition, on peut voir que le langage informatique est considéré comme un langage. Or, la question d'aujourd'hui nous demande si le langage déforme la pensée, ce qui nous oblige à circonscrire le sujet aux êtres pensants, et par conséquent à en exclure les ordinateurs. Comme nous allons traiter le sujet en nous appuyant sur le traité de la nature humaine, sur le livre 1 du traité de la nature humaine, plus précisément sur la partie 1 du livre 1, on peut encore affiner la question, en disant que la pensée dont il sera question est la pensée humaine, puisque c'est dans cette perspective que Hume traite le sujet. Par conséquent, notre question pourrait être reformulée ainsi. Le langage, en tant que moyen de représentation du monde permettant la communication, déforme-t-il la pensée humaine ? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Du moins un des points du sujet. En effet, on peut voir dans l'analyse de Hume que le sujet embrasse un ensemble de problématiques bien plus larges que celle du langage et de sa capacité à transmettre la pensée humaine, car il envisage le langage comme une des catégories de la pensée. Ainsi, nous verrons dans un premier temps que selon Hume, il existe des pensées qui ne sont pas forcément prises dans le langage. Pensez qu'il divise en idées simples et idées complexes, qui ont elles aussi à vocation à représenter le monde. Dans un second temps, nous verrons qu'au sein de ces idées simples et complexes, il existe de surcroît les idées de la mémoire et les idées de l'imagination. Enfin, dans un troisième temps, nous pourrons aborder la notion de langage pour la mettre en rapport avec toutes les notions précédemment énoncées. Idées simples et idées complexes, idées de la mémoire et idées de l'imagination. Le cheminement de Hume va être un peu long, et vous allez avoir l'impression pendant ce cheminement que nous avons perdu de vue la notion de langage. Mais je vous prie d'être patient afin de suivre le raisonnement de Hume qui nous conduira bien plus loin que la simple problématique de la capacité du langage à communiquer la pensée sans la déformer. Alors allons-y. Allons-y. Commençons donc avec ces idées simples et idées complexes dont je vous ai parlé. Là encore une fois, il va y avoir un petit cheminement. Donc on est dans le traité de la nature humaine, le livre 1, dans la partie 1, section 1. Toutes les perceptions de l'esprit humain, me dit Hume, se ramènent à deux genres distincts que j'appellerai les impressions et les idées. Leur différence consiste dans le degré de force et de vivacité avec lesquels elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience.
Les perceptions qui entrent avec le plus de force et de violence, nous pouvons les nommer les impressions. Et sous ce vocable, je comprends toutes nos sensations, nos passions et nos émotions telles qu'elles font leur première apparition dans l'âme. Par idée, j'entends les images affaiblies de ces impressions dans la pensée et dans le raisonnement. Ici, Hume nous propose plein de distinctions lexicales. Il nous dit qu'il existe des perceptions, les perceptions de l'esprit humain, et qu'elles sont de deux genres, les impressions et les idées. Ces impressions et ces idées qui sont les perceptions de l'esprit humain frappent la conscience. Il nous dit que les impressions frappent la conscience avec plus de force que les idées. Et il nous dit, c'est quoi les impressions d'après lui? Les impressions, ce sont les sensations, tout ce qui est physique, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, sensation de la faim, de la soif. Les passions et les émotions sont aussi des impressions, nous dit Jung. Les émotions. Passion et émotion, ce sont deux synonymes. Il nous dit que les passions et les émotions, elles aussi, sont des impressions. Par contre, les idées, c'est autre chose. Elles sont aussi des perceptions de l'esprit humain qui frappent la conscience, mais elles ne sont que la représentation des impressions. Autrement dit, les idées sont la représentation des sensations, des passions et des émotions. Les idées viennent représenter les sensations. Une sensation passe par la vue, je vois quelque chose là-bas, je vois le livre. L'idée vient représenter ce qui est passé par les sens. Je ressens une émotion, je suis content. L'idée va représenter l'émotion. Donc, dans l'esprit humain, il y a des perceptions qui se divisent en deux catégories, les impressions et les idées. Les idées représentent les impressions, autrement dit, elles représentent les sensations, les passions, les émotions. Donc, idée importante, représentation. On a vu dans notre définition que le langage permet la représentation du monde. Ici, Hume nous dit que les idées sont des représentations. Il ne parle pas encore de langage. Donc les idées vont représenter des choses issues des impressions. Voilà. Un bébé qui ne sait pas parler, un petit de 2 ans qui sait à peine parler, on dit 2 ans, 200 mots. Voilà. Si on essaye de standardiser le développement d'un être humain, un enfant de 2 ans a 200 mots dans son vocabulaire. Donc, un bébé, un enfant de 2 ans, qui ne savent pas parler, n'utilisent pas le langage comme système de représentation, de facto. Mais, ils ont un système de représentation. Le moyen de représenter des choses, ce n'est pas que le langage. Il y a d'autres moyens pour représenter des choses. On peut se les représenter visuellement. On pourrait là regarder dans notre esprit, si on voulait, un carré, par exemple, et ce serait une représentation. Ce n'est pas la chose. Comment vous dire? Ce livre est rectangulaire. Quand on regarde ce livre, on voit un rectangle. C'est la chose elle-même. Mais si on ne regarde pas le livre, on peut se représenter un rectangle. Je viens de le représenter là dans l'espace. On peut se le représenter visuellement. Ici, on a le rectangle qui est présenté, alors dans l'esprit, le rectangle, il est représenté. C'est comme un dessin, une représentation. C'est quelque chose qui sert à
faire apparaître ce qui n'est pas là. Voilà, c'est une représentation. Et bien Hume, il nous dit que les idées, elles sont des représentations des impressions, autrement dit qu'elles sont une représentation des sensations, des passions, des émotions. Voilà. Donc pour l'instant on est bien dans notre thème. Par rapport à cette idée de représentation, on n'est pas encore sur le langage, on va y venir. D'accord. Il continue de parler de ça, Hume. Il nous dit « Je ne crois pas qu'il faille employer beaucoup de mots pour expliquer cette distinction entre idée et impression. Chacun percevra aisément de lui-même la différence entre sentir et penser. Dans leur degré ordinaire, elles sont aisément distinguées, les impressions et les idées. Il peut se faire que dans des cas particuliers, elles soient très proches les unes de l'autre. Il existerait des cas particuliers où impression et idée pourraient être proches. Ainsi, nous dit Hume, dans le sommeil, dans la fièvre ou dans la folie, ou dans toutes les émotions violentes de l'âme, nos idées peuvent se rapprocher de nos impressions. Ici, il est en train de nous dire qu'effectivement, quand on rêve, le rêve étant dans cette perspective définie comme étant une idée, quand on rêve, eh bien, il y a une idée qui se rapproche de l'impression. Sa puissance, cette idée est beaucoup plus grande que la puissance de l'idée du rectangle de tout à l'heure. Tout à l'heure, le rectangle, on ne le ressentait pas, mais dans un rêve, toutes ces choses qu'on se représente grâce au système idéique, on le ressent beaucoup mieux, beaucoup plus. Voilà. Et donc, que dire? Hume nous dit que la première circonstance qui frappe mes yeux, ses yeux à lui, la première circonstance qui frappe ses yeux est la grande ressemblance entre nos impressions et nos idées. Surtout les points autres que leur degré de force et de vivacité. Les idées et les impressions, elles se ressemblent. Les unes semblent d'une certaine façon être le reflet des autres, de sorte que toutes les perceptions de l'esprit sont doubles et qu'elles apparaissent à la fois comme des impressions et des idées. On regarde ce livre, il frappe nos sens, donc c'est une impression de ce point de vue-là, dans le système de Hume, mais pendant qu'il frappe nos sens, on a aussi le mot livre qui apparaît, et là on est dans les idées. Simultanément, impression et idée, chez un être parlant, eh bien, apparaissent. Pour le bébé, évidemment, il n'y aura pas le mot livre en même temps que le livre. Mais ça va se construire, petit à petit, cette entrée dans le langage. Néanmoins, il pourrait y avoir chez le bébé, quand il voit cette chose apparaître, l'idée qu'on va peut-être lui raconter une histoire, mais ce sera une idée qui s'appuiera sur un autre système de représentation que le langage. Le souvenir qu'on lui a lu, pour voir l'image d'une lecture, dont maman qui lui lit une histoire, quelqu'un. Très bien. Alors, je dois user, le dit Hume, de la distinction des perceptions en simple et complexe. Il y a des perceptions simples et complexes. Je perçois un livre ou un rectangle, c'est une perception simple. Je perçois toute la pièce là, c'est une perception complexe. Ici, on a bien le détail de l'objet. La pièce, on la perçoit en ayant une moins grande conscience des détails. On la perçoit dans sa globalité. Donc cette perception, elle est simple, facile. Celle-ci, elle est complexe. Elle comporte une grande quantité d'informations.
Pourquoi nous fait-il cette distinction entre perception simple et complexe? Pour aller vers, eh bien, une distinction supplémentaire. Il va nous parler d'idées simples et d'idées complexes. Voilà. C'était le thème du grand 1. On a dit on va voir les idées simples et complexes dans un premier temps. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a des perceptions simples et complexes dont résultent des idées simples et complexes. Exemple. Je peux m'imaginer une ville, nous dit Hume, comme la Nouvelle Jérusalem, dont le sol est pavé d'or et dont les murs sont en rubis. Bien que je n'ai jamais rien vu de tel. Ici, on est sur une idée complexe. On peut se l'imaginer, cette ville. Autre exemple. J'ai vu Paris. Quelqu'un est allé à Paris. J'ai vu Paris. Mais affirmerais-je que je peux me former une idée de cette ville qui représente parfaitement toutes ses rues et ses maisons, dans leur vraie et juste proportion? On est allé à Paris, on peut se souvenir de Paris. Si on se souvient de Paris, on se représente Paris. C'est bien une idée, c'est pas une impression, dans le système de Hume. Mais, nous demande Hume, est-ce qu'on peut affirmer qu'on arrive à se représenter parfaitement Paris? Non, on s'en fait une représentation assez approximative, parce que cette représentation est une idée complexe qui est le produit, eh bien, d'une perception, d'une impression complexe. Voilà. Qu'est-ce à dire? Eh bien, bien qu'il y ait en général une grande ressemblance entre nos impressions complexes et nos idées complexes, la règle qu'elles sont l'exacte copie les unes des autres n'est pas universellement vraie. Voilà. Il y a une grande ressemblance entre les impressions complexes et les idées complexes, mais, eh bien, elles ne sont pas l'exacte copie l'une de l'autre. Voilà. Prétendre qu'elles seraient l'exacte copie l'une de l'autre, ce serait formuler une règle qui ne serait pas universellement vraie. C'est pas vrai. C'est ça que nous dit Hume. Si on reformulait notre question du jour, le langage déforme-t-il la pensée? On pourrait la reformuler en se focalisant sur les impressions et idées. On pourrait se dire, eh bien, les idées représentent-elles, ou plutôt, les idées déforment-elles les impressions? Ici, Hume nous dit que les idées complexes déforment les impressions complexes. Il va nous dire autre chose relativement aux idées simples et aux impressions simples. On va voir ça. Alors, considérons ce qu'il en est de nos perceptions simples. Après l'examen le plus exact dont je sois capable, j'ose affirmer que la règle vaut ici sans exception et que toute idée simple a une impression simple qui lui ressemble et que toute impression simple a une idée correspondante. L'idée de rouge que nous nous formons dans l'obscurité et l'impression qui frappe nos yeux en plein soleil diffèrent seulement en degrés mais non en nature. Ainsi, nous voyons que toutes les idées simples et toutes les impressions simples se ressemblent. Donc ici, Hume nous dit que par contre, eh bien, les idées simples ressemblent aux impressions simples. Donc notre question pourrait être, les idées déforment-elles les impressions, autrement dit ce qui est passé par les sens ou les émotions? Et Hume nous répondrait, eh bien, les idées simples ne déforment pas ce qui résulte des impressions simples, alors que les idées complexes déforment ce qui résulte des impressions complexes. Si on se projette sur notre question relative au langage, on pressent qu'on va pouvoir dire alors que eh bien, le langage en tant que système de représentation va permettre de représenter d'une façon fiable et sans déformation les idées simples, alors qu'il déformera les idées complexes.
Mais, en avançant dans la pensée de Hume, on va voir que tout ça peut être raffiné et que ça, c'est pas encore la réponse à la question. Continuons. D'autant plus qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Par exemple, les idées de l'imagination. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, continuons. On va faire un passage là maintenant dans un élément qui est fondamental dans la pensée de Hume. Si quelqu'un lisait une sorte d'introduction à la pensée de Hume, comme celle-ci, Apprendre à philosopher avec Hume, ou une autre, eh bien, il tomberait sur quelque chose qui va être ce sur quoi on va tomber maintenant. Il faut en parler, c'est important, c'est dans sa pensée. Donc il va toujours nous parler des impressions et des idées, et va poser une question. Considérons ce qu'il en est de leur existence, et lesquelles des impressions et des idées sont les causes et lesquelles les effets. Cette question peut sembler banale, elle n'est pas banale. Qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet? Est-ce l'impression qui est la cause de l'idée, ou l'inverse? Qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui vient en premier, l'impression ou l'idée? Qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet? Considérons ce qu'il en est de leur existence et lesquelles des impressions et des idées sont les causes et les effets. Répondre à cette question va nous conduire vers la notion de tabula rasa. C'est ça qui est très important. Alors allons-y. Afin de connaître, me dit Hume, dans quel sens va cette dépendance, cause-effet, impression-idée, je considérerai l'ordre de leur première apparition. Et je découvre, par une constante expérience, que les impressions simples précèdent toujours leurs idées correspondantes, mais n'apparaissent jamais dans l'ordre contraire. Pour donner à un enfant l'idée de l'écarlate ou de l'orange, du doux ou de l'amer, je lui présente les objets, ou en d'autres mots, je lui communique les impressions. Mais je ne tombe pas dans l'absurdité d'essayer de produire les impressions en suscitant les idées. Nos idées, à leur apparition, ne produisent pas leurs impressions correspondantes et nous ne percevons aucune couleur ni n'éprouvons aucune sensation, simplement en y pensant. Qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui vient en premier, l'impression ou l'idée? Eh bien, dans la jeunesse d'un individu, dans le développement d'un individu, ce qui vient en premier, c'est l'impression. C'est ça qu'il nous dit Hume. Voilà, l'impression vient avant l'idée. Et il nous dit que ce serait absurde d'essayer de communiquer à un enfant l'idée de la couleur orange ou encore l'idée du goût amer en discutant. Oh, ça s'est tombé, c'est embêtant. Ce serait absurde d'essayer de lui communiquer ça en discutant. Il faut lui en faire l'expérience. C'est le plus efficace. Voilà. La conjonction constante de nos perceptions semblables est une preuve convaincante que les unes sont les causes des autres, et la priorité des impressions est une preuve tout aussi forte que nos impressions sont les causes de nos idées, et non que nos idées sont les causes de nos impressions. Voilà. Dans la jeunesse d'un individu, d'abord l'individu va faire l'expérience d'une chose, c'est l'impression dans le système de Hume, l'impression des sens ou l'impression des émotions, puis ensuite émergera l'idée. Ça va très loin cette idée, parce qu'il nous dit tel est le premier principe que je pose dans la science de la nature humaine. Je vous rappelle que Hume a vocation dans cet ouvrage à faire une science de la nature humaine. Il affirme que toutes les sciences relèvent de l'homme, absolument toutes. Donc qu'au fond, il n'y a que des sciences humaines. Et là, il est en train d'essayer de faire une science de la nature humaine. Et il nous dit, ça c'est le premier principe qu'il pose dans la science de la nature humaine. Les impressions précèdent les idées. Attention, on va raffiner cette idée. Alors, c'est le premier principe que je pose dans la science de la nature humaine. Et il ne faut pas
que son apparence simple le fasse dédaigner. Car il est remarquable que la question qui est la nôtre, de savoir si ce sont nos impressions ou nos idées qui sont les premières, est la même que celle qui a fait tant de bruit sous d'autres termes, quand on disputait de savoir s'il y a des idées innées ou si toutes nos idées sont dérivées de la sensation et de la réflexion. On est dans le débat sur l'inné et l'acquis. Observons que pour prouver que les idées détendues, c'est-à-dire l'étendue, cet espace dans lequel je me trouve, il a une étendue. Observons que pour prouver que les idées d'étendue ou de couleur ne sont pas innées, les philosophes ne font rien d'autre que montrer qu'elles sont transmises par l'essence, comme il vient de le faire. Pour prouver que les idées de passion ou de désir ne sont pas innées, ils observent que nous avons fait d'abord en nous-mêmes l'expérience de ces émotions. C'est ça qui est très important, je vais expliquer. Or, si nous examinons soigneusement ces arguments, nous trouverons que les idées sont précédées par d'autres perceptions plus vives desquelles elles sont dérivées, qu'elles représentent. Ça, c'est très important. La nuance, elle est là, elle est très très importante. D'un côté, il nous dit les idées ne sont pas innées, donc elles sont acquises. Mais de surcroît, il nous dit que les émotions, on en fait d'abord l'expérience et qu'ensuite on en formule l'idée. Les émotions, elles sont innées. L'idée de l'émotion, elle est acquise. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, on peut se poser la question. Hume est-il innéiste ou pas? Prétend-il que tout est inné ou non? Il prétend que les idées sont acquises. Cependant, il nous dit que les émotions, elles sont innées. Il y a une composante innéiste chez Hume, du coup, mais ça ne relève pas des idées. Les émotions sont innées, pas l'idée sur les émotions. Donc les idées ne sont pas innées, mais les émotions, elles sont innées. Les impressions, on les reçoit par l'expérience. C'est une distinction lexicale, il y a une distinction lexicale autour de cette idée d'inné. Si on cherche l'antonyme de inné, l'antonyme de innéisme, eh bien, dans une perspective philosophique, on va devoir dire que son antonyme, c'est empirisme. Donc si on utilise ce livre, Apprendre à philosopher avec Hume, de Céline Bonico, aux éditions Ellipse, eh bien, on peut voir cette distinction lexicale entre empirisme et innéisme. Ces deux termes, nous dit-elle, renvoient à deux conceptions différentes de la théorie de la connaissance. Les empiristes considèrent que nos connaissances viennent de nos sens. L'expérience sensible constitue la source première de toute idée. On les dira donc acquises. Si nous n'avions jamais vu de rouge, nous ne pourrions en former une représentation. Dans l'essai philosophique concernant l'entendement humain, le philosophe anglais John Locke compare l'âme du nouveau-né à une table rase. Avant d'entrer en contact avec le monde extérieur, l'esprit humain s'avère vierge de tout contenu, ce qui n'exclut cependant pas l'activité mentale et l'intervention de l'entendement humain. Ça va dans le sens de ce que dit Hume. Voilà. Donc, le contraire de l'innéisme, c'est l'empirisme. Les innéistes considèrent que tout est inné, alors que les empiristes considèrent que les idées résultent d'une expérimentation. Voilà, c'est important. Je vais un petit peu continuer sur le sujet, on va voir quelques propos sur l'existentialisme de Descartes, mais avant, je voudrais aller dans la philosophie de A à Z pour définir, empirisme. De la façon la plus simple, en passant par l'étymologie. Ça vient du grec emperia, expérience, et c'est un savoir acquis par l'expérience. C'est ça l'empirisme. Nous avions vu dans la vidéo
Elle est où ma petite fille? Dans la vidéo qui fait partie du défi bac, dont le titre était, faut-il dire, la science ou les sciences, nous avions vu que pour Hume, être empiriste, c'était un objectif. On voit qu'aussi, être empiriste, c'est une posture intellectuelle. C'est ce qui relève de prise de position. On affirme que les idées résultent d'une expérience, c'est ça être empiriste. L'antagoniste de l'empiriste, c'est l'inéiste. Donc, comme pour Locke, n'est-ce pas? Eh bien, comme Locke du moins, Hume affirme que l'esprit est une tabula rasa, c'est-à-dire une table vierge qui va obtenir des idées grâce à l'expérience. Il affirme ça. De surcroît, dans l'introduction du traité de la nature humaine, qu'on a utilisé pour faire la vidéo du coup faut-il lire la science ou les sciences, de surcroît, il nous dit que être empiriste, c'est aussi une nécessité. Dans cette introduction, elle nous disait que finalement, il n'y avait pas plusieurs sciences, car toutes les sciences étaient affectées par les facteurs humains, et que ce faisant, tout était science de l'homme. Mais il nous disait donc que, je vais vous le lire, de même que la science de l'homme est le seul fondement solide pour les autres sciences, de même le seul fondement solide que nous puissions donner à cette science doit être cherché dans l'expérience et l'observation. Voilà. Il est empiriste parce qu'il affirme que les idées succèdent aux impressions, mais il est aussi empiriste parce que c'est son idéal et qu'il nous dit les sciences doivent procéder de l'expérience et de l'observation. Tout ça est très important. Voilà. Et donc, puisqu'il apparaît, nous dit Hume dans la section 2, que nos impressions simples précèdent les idées qui leur correspondent et que les exceptions sont rares, la méthode semble exiger que nous examinions nos impressions avant de considérer nos idées. Méthodologiquement parlant, c'est important d'étudier les impressions avant les idées. Une impression frappe d'abord les sens et nous fait percevoir le chaud ou le froid, la soif ou la faim, le plaisir ou la douleur, de diverses sortes. De cette impression, l'esprit prend une copie, donc il fait une représentation, copie qui demeure après que l'impression a cessé. Et c'est cela que nous appelons une idée. Donc une idée, c'est une représentation, elle est la copie d'une impression. L'idée de plaisir ou de douleur, nous dit Hume, quand elle revient dans l'âme, produit les nouvelles impressions de désir ou d'aversion, d'espoir ou de crainte que nous pouvons proprement appeler des impressions de réflexion, puisqu'elles en dérivent. Donc voilà. Les idées sont des représentations des impressions. Les impressions précèdent les idées. C'est important. Donc c'était la première distinction. Alors oui, c'est pas la première distinction lexicale. On a vu tout un tas de distinctions lexicales, n'est-ce pas? On a parlé des perceptions de l'esprit humain, qui étaient constituées d'impressions et d'idées. On a vu que les idées succédaient aux impressions, et on a vu qu'il y avait donc des impressions simples et complexes, des idées simples et complexes qui résultaient des impressions, et on a vu que Hume affirmait que les idées simples représentaient correctement les impressions simples, alors que les idées complexes trahissaient le réel. Voilà, les idées complexes trahissent le réel parce que les impressions complexes, sont complexes. J'avais dit dans l'introduction que cette étude nous conduirait plus loin que la simple problématique du langage qui pourrait déformer la pensée. Et là, effectivement, on est beaucoup plus loin. On est en train de parler des impressions, donc des représentations du monde qui peuvent traduire le réel. Attention, ce n'est pas une fatalité.
quand on connaît un problème, on peut s'en émanciper. On va faire ça avec Hume, continuons. On peut s'engager dans le deuxième point que j'ai mentionné dans l'introduction, à savoir l'étude des idées de la mémoire et l'étude des idées de l'imagination. C'est important. L'expérience, nous dit Hume dans la section 3, nous apprend que lorsqu'une impression a été présente à l'esprit, elle y fait de nouveau son apparition en tant qu'idée. Jusque-là, rien de nouveau. Il est évident à première vue que les idées de la mémoire sont beaucoup plus vives et beaucoup plus fortes que les idées de l'imagination. Il y a donc ici une différence sensible entre la première et la seconde espèce d'idée. Voilà, il y a des idées de la mémoire. Le rouge de tout à l'heure, on fait l'expérience de l'amer ou de l'amertume. On goûte l'amer, on se fait, c'est une impression, on se fait une idée de ça, c'est une représentation. Cette représentation, elle est stockée dans la mémoire. Donc, il y a des idées de la mémoire. Elles proviennent de la mémoire. Mais, Hume nous dit, il y a d'autres idées. Des idées qui proviennent de l'imagination. Si on prend le Seigneur des Anneaux, Tolkien, il n'en a jamais vu des hobbits. Il n'a jamais vu de Uruk-hai ou Sauron ou je ne sais quoi. Ces idées ne procèdent donc pas de ses impressions. Elles procèdent de son imagination. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Hume ? Que les idées de la mémoire sont plus puissantes que les idées de l'imagination. Les idées de la mémoire sont beaucoup plus vives et beaucoup plus fortes que les idées de l'imagination, le dit Hume. Autrement dit, ce sont nos représentations du monde qui sont les plus vives, et pas nos représentations de monde imaginaire. Il y a une autre différence, nous dit Hume, entre ces deux sortes d'idées, qui n'est pas moins évidente et qui est la suivante. Ni les idées de la mémoire, ni les idées de l'imagination ne peuvent faire leur apparition dans l'esprit sans que les impressions qui leur correspondent les aient précédées pour leur frayer la voie. Et pourtant, l'imagination n'est pas astreinte au même ordre ni à la même forme que les impressions primitives, tandis que la mémoire est, en quelque sorte, enchaînée à cet égard et n'a aucun pouvoir de variation. Ici, Hume nous dit que il nous dit que, les idées succèdent aux impressions. C'est particulièrement vrai pour les idées de la mémoire. Oui, pour les idées de la mémoire. Mais les idées de l'imagination, elles aussi succèdent aux impressions. Certes, Tolkien n'a pas vu un hobbit, il n'a pas vu un Uruk-hai ou Sauron, mais il a créé ces êtres imaginaires en utilisant des choses qui résultaient d'impressions réelles. C'est quoi un hobbit ? C'est un être anthropomorphe. Sa spécificité, c'est qu'il a des grands pieds poilus. Ce qui est imaginatif là-dedans, c'est que le grand pied est poilu. Ou un elfe. C'est quoi un elfe ? C'est un être anthropomorphe, donc à forme humaine, avec des oreilles pointues. La spécificité de l'imagination ici, c'est oreilles pointues. Mais pointues, ça existe. Oreilles, ça existe. Donc, je relis. Il y a une autre différence entre ces deux sortes d'idées qui n'est pas moins évidente et qui est la suivante. Ni les idées de la mémoire, ni les idées de l'imagination ne peuvent faire leur apparition dans l'esprit sans que les impressions qui leur correspondent les aient précédées. Il est évident, nous dit Hume, que la mémoire conserve la forme primitive sous laquelle se sont présentés les objets et que toutes les fois que nous nous en écartons en nous rappelant quelque chose, cela vient d'un défaut ou d'une imperfection attachée à cette faculté. Donc, la mémoire conserve la forme primitive des impressions. Si on se représente mal à l'aide d'une idée, quelque chose qui relève du réel,
c'est à cause d'un défaut de mémoire. Voilà. Sachant que la mémorisation passe par la répétition mentale, il faut s'attendre à ce que, eh bien, une personne qui perçoive encore et encore et encore quelque chose, une personne qui reçoive encore et encore des impressions, mémorise mieux la chose et s'en fasse une idée moins déformée par la mémoire. Donc, on pourrait conclure que plus l'expérience est répétée, moins les idées déforment les impressions. Voilà. Parlons encore un peu de cette imagination, ces idées de l'imagination. Il est à noter que ces propos qu'on va tenir maintenant nous renvoient à deux notions qui sont au bac philo du coup, c'est-à-dire les notions d'art et les notions de liberté. Et oui, le Seigneur des Anneaux, ça relève de l'art. On est en train de parler d'idées de l'imagination. Donc ça relève de l'art, une création telle que le Seigneur des Anneaux, soit, et ça pose la question de la liberté. Dans quelle mesure un individu est-il libre de créer des mondes imaginaires? Dans la perspective de Hume, eh bien, ces idées de l'imagination ne sont que des composés entre des idées issues du réel. Dans cette mesure, l'individu n'est pas totalement libre de créer. Il crée sous l'influence d'une expérience produite par ses impressions reçues du monde et des idées qui en résultent. Lisons. La même évidence s'impose à nous concernant notre second principe de la liberté de l'imagination à transposer et changer ses idées. Les fables que nous trouvons dans les poèmes et les romans ne laissent place ici à aucun doute. La nature y est totalement bouleversée. Et il n'y est question que de chevaux ailés, de dragons crachant le feu et de géants monstrueux. Et cette liberté de la fantaisie ne paraîtra pas étrange si nous considérons que toutes nos idées sont copiées de nos impressions et qu'il n'y a pas deux impressions qui soient parfaitement inséparables. Donc les idées de l'imagination sont produites, elles sont des copies de nos impressions. Quand Tolkien invente l'elfe aux oreilles pointues, il mixe une caractère anthropomorphe, il mixe des caractéristiques anthropomorphes, c'est un être à forme humaine, avec une caractéristique qui est pointue, qui existe dans le monde, et il nous fait l'oreille pointue. Voilà. Alors maintenant qu'on a sous la main cette distinction lexicale supplémentaire, cette distinction tout court entre idée de la mémoire et idée de l'imagination, on peut revenir à notre question. La question de départ, ce serait le langage déforme-t-il la pensée? Si on la reformule en disant les idées en tant que représentation déforment-elles le réel ou déforment-elles la pensée? Eh bien, les idées déforment-elles? Nous avons vu que les idées complexes déformaient les impressions complexes parce que c'était des impressions trop complexes. Mais ici, on peut voir qu'on peut délibérément déformer le réel grâce à l'imagination. Donc, de fait, une idée de l'imagination déforme le réel. Par extension, on peut dire qu'une idée de l'imagination déforme la pensée. Bien entendu. Une pensée qui serait réaliste serait une pensée d'un être anthropomorphe de type humain avec des oreilles arrondies. Cet être aux oreilles pointues, c'est un elfe. Donc c'est une pensée qui relève de l'imaginaire. Donc en quelque sorte, ce pourrait être une déformation de la pensée, mais une déformation volontaire. Voilà, ce serait une façon d'envisager le terme déformation. On peut avoir des pensées non réalistes, donc des pensées hors normes, dans une certaine mesure déformées. On peut avoir des pensées non réalistes, des pensées imaginaires, mais volontairement. Ce faisant, un artiste qui représenterait des mondes, représenterait une pensée hors norme, qui ne serait pas réaliste. Mais c'est sa pensée, peut-être qu'elle n'est pas déformée dès lors. Donc, dans une certaine mesure, les idées de l'imagination déforment la pensée, elles lui donnent une forme non réaliste, mais
quand on transmet ces idées de l'imagination, on transmet quand même notre pensée. Du moins des représentations des choses. Ok. Et donc, le langage déforme-t-il ces représentations? C'est une bonne question. Ah oui. J'ai dit que j'allais vous parler effectivement d'une distinction entre l'existentialisme et la pensée de Hume. Alors, on voit que dans la perspective de Hume, les idées sont des produits de l'expérience, qu'elles résultent d'impressions qui les précèdent, même les idées de l'imagination. Dans cette mesure, on pourrait dire que Hume est un peu existentialiste, c'est-à-dire l'existence précède l'essence. Il n'y aurait pas, dans le domaine des idées, d'essence humaine. D'abord l'impression, de ces impressions résultent des idées, dès lors se construit une naissance du système idéique, enfin, une existence d'un système idéique. Donc l'existence précéderait l'essence dans cette mesure. Mais nous avons dit que Hume disait que les émotions étaient premières, elles étaient elles aussi des impressions, et que de ces impressions résultaient des idées. Si les émotions sont premières, là, l'essence précède l'existence. Soit les idées succèdent les impressions, dans cette mesure, l'existence du système idéique précède l'essence, ça d'accord, mais il y a des émotions ou des sensations, parmi les sensations on a vu la faim, qui se présentent en tant qu'impression à l'esprit et qui sont l'essence humaine. Dès lors, l'essence humaine précède l'existence. Ce sont seulement les idées qui en résultent, qui succèdent. Dans cette perspective, on pourrait dire que Hume est comme Freud. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Existentialisme versus psychanalyse » où je montre les conceptions différentes de Freud et de Sartre. En quoi elles diffèrent, ces conceptions? Je viens de le faire aussi pour Hume. Hume est essentialiste concernant les émotions et les sensations, telles que la faim, la soif, mais il est existentialiste concernant les idées. La distinction lexicale inéiste, empiriste, est peut-être plus juste et plus précise. Restons, alors appuyons-nous sur elle. Voilà, voilà. Et donc, il est temps de s'engager enfin dans le troisième point, à savoir la notion de langage. On est toujours du coup dans la première partie du livre 1 et maintenant on est dans quelle section? On est dans la section 7. Hume nous dit: quand nous avons trouvé une ressemblance entre plusieurs objets qui se présentent souvent à nous, nous leur attribuons à tous le même nom. Il nous dit donc que quand nous avons trouvé une ressemblance entre plusieurs objets qui se présentent souvent à nous, nous leur attribuons le même nom. Exemple. On imagine on est dans la préhistoire. Attendez, je vais me couvrir, j'ai un peu froid. On imagine on est dans la préhistoire. On est des hommes préhistoriques, on va attribuer des noms aux choses. On se promène dans une forêt. On voit des choses dont on ignore le nom, telles qu'un sol pleureur, c'est un arbre, un chêne, c'est un autre arbre, ou encore un sapin. Eh bien, on observe une ressemblance entre ces divers objets, on leur attribue un nom, et ce nom, c'est arbre. Voilà. Dans ce nom, arbre, si on se réfère au cours de linguistique générale de Saussure, ce nom, arbre, c'est un signifiant. C'est comme ça que ça s'appelle dans ces conceptions. Et ce qu'il représente,
le signifié, c'est la chose. On pourrait le représenter comme ça. On voit notre petit arbre qui est le signifié, et dessous on voit le nom ici en latin, j'imagine. Voilà. Et donc, le signifiant arbre représente le signifié, le petit truc là, le petit dessin, un arbre. Il est à noter que cette distinction signifiant-signifié, on l'a trouvée déjà chez les stoïciens. Il y a un article de Marc Baratin qui s'appelle « L'identité de la pensée et de la parole dans l'ancien stoïcisme ». Eh bien, vous pourrez voir qu'on retrouve déjà chez les stoïciens signifiant, signifié, signe. Le signifiant, c'est le mot, le signifié, c'est ce qu'il représente. On entoure ça, eh bien, les deux forment le signe linguistique. D'accord. Pas s'engager là-dedans davantage. Ce qui nous intéresse, ce sont les conceptions de Jung. Donc, quand nous avons trouvé une ressemblance entre plusieurs objets qui se présentent souvent à nous, nous leur attribuons un nom. Une fois que nous avons acquis une habitude de cette sorte, le seul fait d'entendre ce nom fait revivre l'idée de ces objets. Voilà. Alors on a vu qu'il y avait quoi? Eh bien, des idées simples et des idées complexes, ok? Des idées de la mémoire et des idées de l'imagination. Ici, il nous dit qu'un nom fait revivre une idée. Une fois que nous avons acquis une habitude de cette sorte, le seul fait d'entendre ce nom fait revivre l'idée de l'un de ces objets. Donc un nom, c'est quelque chose qui fait revivre une idée. On est dans notre notion de langage, ça y est. Mais comme le même nom de Hume a été souvent attribué à d'autres individus, qui sont différents sous plusieurs aspects de cette idée qui est immédiatement présente à l'esprit, le nom n'est pas capable de faire revivre l'idée de tous ces individus. Tout à l'heure, on était dans la préhistoire, on se promenait dans une forêt, on constatait qu'il y avait des ressemblances entre certains trucs. Le saule-pleureur, le chêne, le sapin. On leur donne un nom, arbre. Eh bien, Jung nous dit que quand on a ce mot en tête, qui fait apparaître cette idée, on n'a pas en tête tous les arbres du monde. On a plutôt un concept de l'arbre. On ne pense pas à tous les arbres. Le même nom a été souvent attribué à d'autres individus qui sont différents sous plusieurs aspects de cette idée qui est immédiatement présente à l'esprit. Le nom n'est pas capable de faire revivre l'idée de tous ces individus. Là, on parle d'idée plutôt que de concept. Voilà. On a l'idée de l'arbre en tête, mais on n'a pas tous les arbres en tête. Si on suit cette conception, quand on utilise le mot arbre trahit le réel. Donc la question, ça pourrait être le langage déforme-t-il le réel? Vraisemblablement, l'idée d'arbre, quand on l'a en tête, déforme le réel, puisqu'on n'a pas en tête tous les arbres du monde. On va affiner encore. C'est pas encore la réponse à la question. Et donc, tous ces arbres qui existent, nous dit Hume, ne sont pas de fait réellement présents à l'esprit, mais seulement en puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? En puissance. Dans la liste distincte des repères proposés par le bulletin officiel de l'éducation nationale, il y a une distinction lexicale qui est proposée. Cette distinction lexicale, c'est en acte et en puissance. C'est ça le repère. C'est la distinction lexicale. En acte et en puissance. Qu'est-ce qu'on peut en lire? En acte et en puissance. Distinction fondamentale chez Aristote. On peut dire que la toile blanche est une peinture en puissance. Et elle devient une peinture grâce à un acte, le travail de l'artiste. En puissance implique une capacité ou une possibilité à l'état virtuel
En théorie, la toile pourrait devenir une peinture. En acte, implique la réalisation ou l'accomplissement de cette virtualité. La toile devient ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle pouvait devenir en théorie. Voilà. Une toile blanche, c'est une peinture en puissance. On accomplit l'acte de la peindre. C'est l'accomplissement de cette virtualité. D'accord. Eh bien, Hume, relativement aux mots qui mettent en tête des idées dès lors, qui sont des idées, mais qui ne représentent pas la totalité des individus liés à l'idée, Hume nous dit qu'ils existent en puissance. Tous les arbres ne sont pas réellement présents à l'esprit, mais seulement en puissance. Quoique nous soyons en état de porter notre examen sur tel ou tel d'entre eux, selon que nous y sommes poussés par notre dessein du moment, par la nécessité. Et voilà. Ici, le mot arbre trahit le réel. Par conséquent, il trahit la pensée. Je discute avec vous. Je vous dis, tu l'as vu cet arbre magnifique qui se trouve je ne sais pas où? L'arbre auquel vous pensez, ce n'est pas celui auquel je pense. Ici, l'arbre, il trahit ma pensée et de surcroît le réel. Mais tous les arbres, ils existent en puissance. Eh bien, dans la mémoire. Quel arbre? Vous pourriez me demander quel arbre? Eh bien, je dis, le grand chêne qui se trouve je ne sais pas où. Ben voilà, on sait quel arbre. C'est un chêne maintenant. On sait que c'est un chêne. Ça veut dire que dans la première expression du sujet, au premier moment où on parle du sujet, effectivement, le langage trahit la pensée. Mais on peut affiner le tir. Est-ce que il n'est pas magnifique cet arbre? Quel arbre? Ce magnifique chêne. On est en train de parler d'un arbre bien spécifique. Et là, on ne trahit plus la pensée. Donc, le langage peut trahir la pensée, soit, mais on peut continuer de discuter, eh bien, pour se faire comprendre. Voilà. Si on rapporte tout ça à nos idées simples et à nos idées complexes, à nos idées de la mémoire et à nos idées de l'imagination, c'est valable aussi. Ça veut dire qu'une représentation qu'on essaye de communiquer, eh bien, on peut l'affiner en communiquant. Et de même, une représentation qu'on essaye de construire, on peut aussi l'affiner. Si j'étais peintre, si je voulais peindre ce qu'il y a derrière moi, ou si j'étais écrivain, et si je voulais le décrire, ce serait quelque chose de complexe, une impression complexe. Si j'essayais de le décrire comme ça de mémoire, il y aurait peut-être des manques. Mais je pourrais essayer d'améliorer ma description, en me mettant par exemple avec un chevalet, etc., devant le décor, en le lieu, et puis je ferai les choses petit à petit. Je représenterai l'étagère, les livres, le rouge, le jaune, le thermomètre. Je représenterai ce meuble, cette pile de livres, et petit à petit, je ferai une représentation correcte des choses. Donc même si tout ça est une impression complexe, en prenant le temps de le peindre, je pourrais le restituer. De même, si j'étais écrivain, je pourrais le décrire. Il y a un thermos argenté, il y a un parapluie, il y a tous les livres de Lacan, il y a une tête de mort, il y a ce cadeau que j'ai reçu de YouTube, etc. etc. Qu'est-ce à dire? Si on prend notre exemple de Paris de tout à l'heure, Paris en tant qu'impression complexe et idée complexe pourrait être déformé, soit à cause des faiblesses de la mémoire, mais il serait possible, par un travail spécifique, de le restituer sans déformation, peut-être à l'aide de photos, peut-être à l'aide de peinture, peut-être à l'aide d'écriture, peut-être à l'aide de vidéos, et il serait possible
de produire, dès lors, une représentation qui ne trahirait pas le réel, ou encore la pensée dès lors, puisque l'acte de représenter, c'est l'acte produit par la pensée. D'accord. Donc, soit le mot arbre ne représente pas tous les arbres, pour autant, tous les arbres ils sont là en puissance, et à l'aide de la communication, on peut affiner la communication. Et dès lors, franchir l'obstacle produit par la complexité des idées complexes, des impressions complexes. En gros, voilà. Il y a bien des choses à lire encore, mais je pense que ça fait le job, donc je vais rester là-dessus. Est-ce que je vous lis la conclusion que j'ai écrite? Avant de faire la vidéo, j'ai écrit l'introduction et la conclusion, le reste, je l'ai improvisé pour vous. J'avais le plan, bien sûr, disponible. Allez, je vous lis la conclusion. Alors, ainsi que nous l'avons vu, Hume envisage le langage comme une des catégories de la pensée, car certaines pensées ou idées ne sont pas prises dans le langage. En effet, il existe des idées, autrement dit, des représentations du monde qui existent, par exemple, sous forme visuelle. Ces représentations du monde, nous avons vu que Hume les catégorisait dans un premier temps en idées simples et en idées complexes, et qu'il affirmait que les idées simples donnaient une représentation exacte des choses, et que ce faisant, elles ne déformaient pas la pensée, alors que ce n'était pas le cas des idées complexes. De surcroît, nous avons vu que Hume catégorisait également les idées comprises comme représentation du monde en idées de la mémoire et en idées de l'imagination, et qu'il affirmait que les idées de l'imagination déformaient le réel, alors que ce n'était pas le cas des idées de la mémoire, en tout cas en ce qui concerne les idées simples. Sur cette base, on peut répondre à notre question. Puisque le langage est un système de représentation du monde qui représente des idées, alors on peut dire que les idées simples qu'il représente ne déforment ni la pensée, ni le réel, dans la mesure où il s'agit de la mémoire. Ni la pensée, ni le réel. Par contre, on peut dire que le langage déforme le réel quand il exprime des idées complexes ou des idées de l'imagination. Et que par conséquent, il déforme aussi du coup la pensée. Pour autant, peut-on dire que le langage déforme la pensée? Vraiment. Concernant les idées complexes, nous sommes obligés d'adopter le point de vue de Hume et de dire qu'effectivement, le mot Paris compris en tant qu'idée ne permet pas de représenter Paris sans déformation, car il est trop difficile de se représenter Paris sans déformation. De même pour une idée complexe issue de l'imagination, par exemple la Terre du Milieu dans le Seigneur des Anneaux. Faut-il pour autant baisser les bras et renoncer à représenter des idées complexes? Je ne le pense pas, vous l'avez compris. Par exemple, il serait possible pour un dessinateur patient de représenter l'idée de la Terre du Milieu que produit Tolkien dans le Seigneur des Anneaux, en procédant par étapes. Ainsi, en dessinant une chose après l'autre, il parviendrait à restituer la vision de Tolkien, et ce faisant, il restituerait sa pensée sans déformation. De même, il est possible de poser des questions à une personne qui expose une pensée complexe afin de s'assurer qu'on la comprend et d'éliminer toutes les ambiguïtés qui pourraient exister dans son propos. Mais de quel arbre tu nous parles? Cette dernière idée va dans le sens de ce que dit Hume, relativement aux arbres justement. Ainsi, l'on peut dire que effectivement le langage peut déformer la pensée, mais que ce n'est pas une fatalité face à laquelle on est impuissant. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention.